Et donc, je vais appeler nos deux intervenantes suivantes, Claire Cuyaubert et Manuela Lambert. Donc, Claire Cuyaubert est conservatrice restauratrice spécialité art du feu, céramique, verre, émail au sein de la filière archéologie et ethnographie du C2RMF. Et Manuela Lambert est conservatrice du patrimoine au département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre, où elle est adjointe à la directrice et responsable des verres, bois, os, ivoire, grecs et romains et des céramiques et terre cuite architecturales romaines. Et toutes les deux, elles vont nous présenter un exemple en conservation-restauration d'une plaque Campana, collection que nous connaissons tous et que nous adorons parce que ça fait beaucoup de travail pour les conservateurs et les restaurateurs aujourd'hui. Je leur laisse la parole. Normalement, on vérifie. Avant, après. Et repérez-vous à cet écran parce que sinon vous allez... Alors bonjour à tous. Effectivement, nous on a choisi de vous présenter donc le traitement de conservation-restauration d'une plaque Campana, donc une plaque architecturale en terre cuite d'époque romaine, conservée donc au département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre. Donc c'est une restauration qui a été effectuée en 2023 et qui a été donc réalisée par Claire Cuyaubert, ici présente, et par Yi-Ji Lee dans le cadre de son Master 2 de conservation-restauration des biens culturels à l'Université de Paris 1. Donc la restauration a été suivie au C2RMF par Sarah Buscart et par moi-même donc pour le musée du Louvre. Donc nous sommes toutes les quatre co-autrices de cette présentation. Donc c'est principalement la fragilité structurelle et l'encrassement de cette plaque qui rendait indispensable une intervention de conservation-restauration puisqu'elle était destinée à être présentée donc au château-musée de Saumur. Donc la finalité était quand même aussi évidemment pour nous de mieux appréhender le caractère composite de l'objet puisque il avait fait l'objet d'une restauration extrêmement interventionniste au XIXe siècle, donc qui relevait d'une perspective illusionniste. En effet, l'œuvre provient de la fameuse collection Campana, dont est issue la plus grande partie du fonds de plaques en terre cuite architecturale du département. Donc, après une rapide introduction historique, nous allons donc essentiellement nous intéresser à l'étude préalable et à l'intervention de conservation-restauration. Et puis, on va évidemment partager avec vous les réflexions et les problématiques que ces opérations ont soulevées. Donc, rapidement, on rappellera évidemment que Gianpietro Campana a joué un rôle prépondérant au XIXe siècle dans l'intérêt nouveau suscité par les terres cuites antiques, et en particulier donc, par les bas-reliefs architecturaux romains, qui formaient donc un des ensembles les plus réputés de sa collection, et donc qui sont appelés d'ailleurs plaques Campana, d'après son nom dans la littérature scientifique. Ici, donc, vous voyez sur la gauche un visuel qui les montre justement exposés au sein du musée Campana, donc au Mont-de-Piété à Rome. Alors, à l'époque romaine, donc, ces reliefs architecturaux en terre cuite sont produits essentiellement entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Ils sont fabriqués en série dans des moules, puis retravaillés à l'outil et également revêtus d'une riche polychromie. Par ailleurs, donc, ils sont utilisés donc, très largement aussi bien dans le décor extérieur qu'intérieur des bâtiments civils, religieux ou domestiques. Donc, ils étaient généralement disposés en frise à des niveaux très, très variés sur les parois, mais aussi sur les corniches de toiture. Et donc les scènes représentées sur les décors en relief de ces plaques sont très variées. On trouve des scènes mythologiques, des scènes nilotiques, des divinités environnées de rinceaux. Je vous ai mis quelques exemples. Et également des scènes de la vie quotidienne. C'est précisément le cas sur notre plaque S879 que vous voyez ici représentée donc sur les
sur une belle lithographie des antiqués opérés in plastica. Donc, il s'agit d'une scène de char. Vous voyez donc les deux quadriges qui sont affrontés, qui sont lancés au galop et affrontés de part et d'autre d'un édicule. Et vous distinguez également une colonne ou une borne sur la bordure gauche du relief. Alors, en fait, c'est une œuvre qui occupe une place très singulière au sein du corpus de la collection pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a été restaurée sous la forme d'un fragment. Donc, c'est un choix de restauration qui n'est pas unique, mais qui est quand même très inhabituel, qui est assez isolé, puisque la majorité des plaques étaient reconstituées pour prendre quand même l'apparence de plaques entières et intègres. Par ailleurs, on a aussi pour cette plaque un format qui sort vraiment de l'ordinaire, puisque on a une largeur qui est très importante, donc 70 cm de large pour 30 cm de hauteur. Et donc ici, on s'affranchit totalement des proportions habituelles des plaques antiques, qui faisaient plutôt autour de 40 cm de large. Enfin, alors que généralement les restaurateurs du Marquis suivaient fidèlement les schémas iconographiques antiques, qui étaient quand même bien référencés, ici, la scène figurée sur le relief ne reproduit visiblement aucun des types iconographiques de scènes de chars et de cirque inconnus sur les autres plaques architecturales romaines. En fait, il semblerait que le restaurateur ait forgé de toutes pièces une composition originale. Je vous remontre la physionomie de la plaque. Par exemple, pour les chevaux, on peut vraiment supposer que les restaurateurs ici ont utilisé des fragments qui sont issus en fait d'une série iconographique mythologique qui représente la course de chars opposant Pélops et Œnomaos. Ici, vous avez donc Pélops et Hippodamie à gauche et vous voyez quand même la similitude de l'iconographie du quadrige avec notre plaque. Même chose pour donc une scène mythologique qui appartient à la même série, cette fois-ci Œnomaos et Myrtilos. Et là aussi, la similitude avec le quadrige de notre relief est quand même frappante. Et ces quadriges se différencient quand même des autres quadriges qui apparaissent sur les scènes de cirque connues où les chevaux sont clairement alignés. Par ailleurs, on a aussi un conducteur de char que vous voyez au centre qui semble combiner deux modèles d'origine différents. L'un effectivement avec la jambe hors du char à droite et l'autre les deux pieds dans l'habitacle. Et pour finir, on a un édicule central qui pourrait avoir été inspiré aussi par un autre type iconographique de scène de cirque, cette fois-ci illustrant un accident de char. Donc vous voyez quand même que après un simple examen visuel et une rapide analyse iconographique, on est quand même en mesure de supposer l'utilisation d'au moins 3 ou 4 modèles antiques différents dans la conception de cette scène. Donc évidemment, ça permet de supposer tout de suite une restauration très interventionniste qui s'apparente en fait à un travail de pastiche. Alors, les interventions donc, des restaurateurs de l'atelier Campana, on sait qu'elles auraient été effectuées avant la publication des plaques en lithographie dans les antiqués opérés in plastica en 1842. En fait, il faut savoir que les plaques étaient rarement découvertes intactes. Elles étaient souvent, évidemment, fragmentaires, donc il s'agissait de les remonter et on ne cherchait pas toujours à restituer leur forme d'origine. Donc, les plaques étaient systématiquement assemblées à l'aide de colle protéinique, même en l'absence de contact direct, ce qui impliquait fréquemment quand même de retailler les fragments pour faciliter l'assemblage. En ce qui concerne le travail de comblement, les restaurateurs complétaient les lacunes au moyen de fragments modernes qui étaient estampés sur des plaques antiques et y comblaient donc les interstices plus réduits entre les fragments avec ce qu'on appelle le mastic Campana. Donc ce mastic qui était teinté, donc il était composé d'une charge minérale mélangée à un liant protéinique. Et donc, il était employé par les restaurateurs pour reprendre le relief par moulage et modelage.
Et en phase de finition, il était délayé en badigeon pour recouvrir l'ensemble de la plaque. Alors, depuis 2009, de nombreuses campagnes d'études et de conservation-restauration ont permis au département de classer les plaques Campana complétées au XIXe siècle en 3 grandes catégories. Si on met à part, bien évidemment, les plaques entièrement antiques ou entièrement XIXe, on a un premier groupe qui est assez réduit et qui rassemble les plaques constituées majoritairement de fragments antiques. Voilà, vous voyez ici un exemple. Et ensuite, donc, on a 2 autres catégories beaucoup plus importantes d'un point de vue quantitatif au sein de la collection, qui relèvent là vraiment d'une pratique illusionniste de la restauration et dont la finalité, évidemment, est la restitution d'une apparence complète et idéalisée des plaques. Donc, le deuxième groupe que vous voyez illustré ici concerne les plaques créées à partir de fragments antiques issus d'une même pièce, mais minoritaires. Donc, parfois, c'est des pièces qui sont réduites à un seul fragment, en réalité, et le reste majoritaire est constitué par des matériaux modernes. Donc, ces plaques, nous, on les a qualifiées de semi-reproduction. Et enfin, vous avez un troisième groupe qui correspond pour nous aux pastiches. Donc, ce sont des plaques qui sont recomposées à partir de fragments antiques, mais provenant cette fois de plusieurs pièces différentes et dont l'assemblage est complété par l'ajout de matériaux modernes. Et donc, c'est de cette catégorie que relève notre plaque S879. Donc, bien évidemment, ces 2 derniers groupes de plaques qui sont très composites soulèvent lors de la restauration de nombreuses problématiques qui touchent aussi bien à leur conservation matérielle qu'à la compréhension de la structure et de la composition de ces plaques. Donc, je passe la parole à Claire pour la suite. Donc, on passe à la partie conservation-restauration en commençant par l'étude préalable. Donc, elle a été réalisée à l'aide d'observations à l'œil nu et sous grossissement, d'un dossier d'imagerie notamment en lumière ultraviolette, et elle a été complétée par des sondages. Cette étude préalable, elle a permis d'identifier 7 zones de terre cuite distinctes avec des décors modelés et qui ont des caractéristiques visuelles variées. Donc, par exemple, on trouve plusieurs nuances de terre cuite beige rosé ou brun clair et même une orange vif, avec la présence ou non d'inclusions ferrugineuses. Une majorité de la surface de la plaque est constituée d'aplats et de décors modelés dans un matériau beige, brun, rosé, qui est caractéristique du mastic Campana. Le mastic, il semble recouvrir des assemblages entre les zones de terre cuite, mais aussi constitué de larges étendues. Et souvent, il n'est pas possible de déterminer avant sondage sur quel support a été appliqué le mastic Campana. Et donc, ça peut être de façon débordante sur les fragments de terre cuite antique, sur des terres cuites plates, antiques ou modernes, ou également en badigeon sur les terres cuites modernes moulées. Donc, il a été décidé de réaliser des fenêtres de sondage en plusieurs emplacements qui ont été choisis à la limite des zones de terre cuite, et ce afin de déterminer l'étendue de ces fragments et, si possible, la nature du support de la zone adjacente. Les 7 fragments ou groupes de fragments avec des motifs en bas-relief en terre cuite ont une couleur, une porosité et des inclusions variables qui montrent bien qu'ils proviennent de plaques différentes et qu'on est effectivement en présence d'un pastiche. Les surfaces en mastic Campana, elles sont modelées sur différents supports en terre cuite, notamment en zone basse de la plaque, on trouve 2 fragments de terre cuite orange plate et dont les décors sont modelés en mastic. Et toute la partie haute de la plaque est composée de plusieurs supports en terre cuite de couleur ivoire et sur lesquels les modelés sont aussi entièrement en mastic Campana. Et puis enfin, une bande verticale plus grise qui se situe à droite de l'édicule est un assemblage qui a été réalisé dans un matériau similaire au mastic Campana et sans doute plus chargé en colle protéinique. Et la présence de plusieurs nuances de ce matériau indique que l'assemblage a sans doute été repris au moins une fois. Et sa couleur grise à cœur nous laisse penser que l'assemblage actuel a été réalisé après un encrassement déjà important de la plaque, donc un peu plus récemment.
Pour ce qui est du constat d'état, la plaque présentait avant tout une instabilité structurelle, puisque la ligne d'assemblage verticale dont je viens de parler s'ouvre en une fissure mobile qui rend la manipulation de la plaque très délicate, et c'est aggravé par la longueur importante de 70 cm et le poids de 7 kg. Le mastic Campana il présente de nombreuses craquelures et des soulèvements, notamment autour de l'assemblage mobile. Plusieurs éclats et épeauffrures sont présents sur les bords de la plaque et sur les parties saillantes des reliefs en mastic. Et on constate aussi une certaine mollesse ou une usure des modelés. Et puis enfin, on a un encrassement très prononcé sur l'ensemble de la plaque. Je vais passer rapidement sur les tests de nettoyage de surface qui ont été réalisés par Yejili, à l'exception d'un gel pelable à base de carboxyméthylcellulose qui nous a été suggéré par Marie Petit et qui avait été utilisé avec succès sur d'autres plaques Campana. Le traitement de conservation-restauration de la plaque, ça a commencé par le gommage des surfaces, puis la consolidation des soulèvements du mastic, après une remise à plat des soulèvements quand c'était possible, que vous voyez sous un poids. Et ensuite, le nettoyage des surfaces de mastic Campana avec le gel pelable a commencé sur les zones d'aplat. Et conformément au test, ça a montré une efficacité très satisfaisante. Mais en cours de traitement, donc dans une zone qui est localisée à gauche de l'édicule et que vous voyez en bas de l'écran, dans cette zone, il s'est développé une craquelure et un soulèvement qui n'existaient pas avant le nettoyage, et sont aussi apparus quelques arrachements de surface. Donc nous avons tenté de modifier le gel pour qu'il apporte moins d'eau, mais les nouvelles formulations n'étaient pas plus satisfaisantes, et l'utilisation de ce gel a donc été écartée pour le reste du traitement. Les autres méthodes et les matériaux qui avaient été testés étaient soit inefficaces, soit trop agressifs et destructeurs. Et donc nous avons pris ensemble la décision d'arrêter le nettoyage des surfaces de mastic Campana pour ne pas risquer des pertes de matière supplémentaires. Les zones de terre cuite, elles ont été nettoyées à l'aide d'un gel d'agar tiède, et les débordements de mastic sur la terre cuite antique ont été dégagés uniquement dans les aplats, alors que les décors modelés en mastic ont été strictement conservés. Et donc on obtenait une plaque partiellement nettoyée, mais avec de forts contrastes, comme vous pouvez voir sur les photos, entre les zones nettoyées et non nettoyées. D'un point de vue structurel, la ligne d'assemblage mobile a été ouverte afin de séparer les deux parties, puisque une consolidation de l'assemblage n'aurait pas suffi à stabiliser la plaque. Les tranches ont été consolidées et puis le collage a été fait au paraloïde B72, B44 chargé. Ensuite, la ligne d'assemblage, les fenêtres de sondage et les jonctions entre les zones de terre cuite dégagées et le mastic Campana ont été comblées au modostuc teinté. Donc vous voyez un exemple d'une zone dégagée au-dessus à gauche du cou des chevaux de gauche, par exemple. Ensuite, une réintégration colorée à l'aquarelle visait à faciliter visuellement les transitions entre les différents fragments et les zones de mastic. Et on a également appliqué une retouche d'harmonisation sur les zones de mastic Campana non nettoyées pour atténuer l'aspect hétérogène entre les différentes zones de mastic et avec les zones de terre cuite. L'aquarelle, elle a été choisie parce qu'elle permettait un rendu mat, donc contrairement par exemple à un liant acrylique ou aquazole, et pour son vieillissement satisfaisant, ce qu'on n'aurait pas forcément eu avec de l'aquazole, bien qu'on ne puisse pas parler de réversibilité de l'aquarelle sur le mastic Campana qui est à la fois poreux et sensible à l'eau. Et puis elle est aussi modérément couvrante, donc ce qui fait qu'elle atténue plus qu'elle ne masque les variations de couleurs entre les différentes zones de la plaque. Et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez bien voir dans les détails qu'on vous a mis en bas à droite. Ces variations, elles restent assez sensibles. Alors donc pour revenir sur le choix du traitement, évidemment donc les fameuses plaques Campana, de par leur nature composite, elles ont une double valeur patrimoniale. Donc ce sont à la fois des artefacts archéologiques et puis aussi des documents de première main sur les pratiques de restauration des ateliers Campana.
Donc la question qui se pose à nous lors des restaurations, c'est comment parvenir à concilier en fait ces deux valeurs et ces deux dimensions historiques. Alors d'un côté, donc conserver la restauration dans son état 19e reviendrait quand même à nous priver de l'accès aux fragments antiques qui sont quand même entièrement dissimulés sous ces interventions invasives et donc potentiellement quand même à de nombreuses informations sur les procédés de fabrication des plaques. Pour autant, dérestaurer complètement la plaque reviendrait aussi à supprimer des données matérielles sur les techniques et la méthode des ateliers de restauration Campana, ce qui serait évidemment dommageable pour l'histoire de la restauration comme pour l'histoire de la réception moderne des antiques. Donc, le musée du Louvre s'est trouvé confronté à cette problématique pour la première fois en 2009 et 2010, lors d'un chantier des collections qui portait justement sur ces plaques, qui bénéficient depuis cette période de campagnes de restauration pluriannuelles. Et donc, ces campagnes de restauration, elles ont permis en fait d'établir un protocole d'intervention donc cohérent et systématique, dont l'une des finalités principales est de permettre la présentation d'œuvres quand même plus intelligibles au public. Donc, on va vous montrer deux exemples justement qui illustrent les principes qui sont généralement appliqués lors de ces restaurations. Là, par exemple, vous avez des plaques qui relèvent du premier type dont nous avons parlé précédemment, à savoir les plaques principalement antiques. Et donc, elles ont fait l'objet d'une dérestauration complète, comme vous pouvez le voir. Au contraire, donc, des deux autres catégories qu'on a évoquées précédemment, les catégories de semi-reproduction et pastiche, pour lesquelles, là, l'approche est vraiment de conserver la restauration Campana. Ici, vous avez donc un pastiche qui a été créé au XIXe siècle sous la forme d'un fragment et qui présentait donc après nettoyage, une différence d'aspect assez nette entre la partie supérieure droite composée de fragments de terre cuite antiques et modernes et la partie inférieure droite en mastic Campana, nettement plus sombre. Donc vous voyez, c'est la photo qui se trouve à l'extrême droite de la slide. Donc à l'époque, il avait été décidé de procéder à une retouche d'harmonisation sur la partie en mastic Campana et c'est exactement le même cas de figure donc, que ce qui s'est produit lors de notre intervention sur la plaque S879. Donc, je passe la parole à Claire. Donc pour revenir sur l'étude préalable, celle qui a été réalisée sur la plaque a suivi la méthodologie qu'on utilise sur les plaques Campana de la collection depuis 2010. Donc des observations, de l'imagerie, des sondages et l'échantillonnage des matériaux déposés. L'utilisation de la radiographie X pour déterminer la présence et l'étendue de fragments de terre cuite sous le mastic, elle est très tentante, mais elle empêcherait leur potentielle datation ultérieure par thermoluminescence. La radiographie n'est donc pas utilisée sur les plaques Campana, même si le C2RMF n'a eu recours à la thermoluminescence que sur 8 plaques du Dagère entre 2010 et 2019, donc assez occasionnellement. Ce sont donc les sondages qui sont partiellement destructeurs de la matérialité des restaurations Campana qui sont privilégiés plutôt que la radiographie qui, elle, serait destructrice d'informations potentielles. Les sondages, ils sont par nature très restreints et donc ils nous renseignent que partiellement sur la composition de l'œuvre. Et voilà, ce choix limite la portée de l'étude préalable. Et ce n'est qu'au cours du traitement de conservation-restauration que l'on peut identifier plus précisément les contours de tous les fragments d'une plaque de type pastiche. Les objectifs qu'on avait fixés avant l'intervention, donc à savoir la problématique structurelle, la présentabilité et une meilleure compréhension de l'œuvre ont bien été atteints, alors, dans une certaine mesure pour les deux derniers objectifs, puisque le choix déontologique que nous avons suivi, à savoir la conciliation des deux dimensions historiques et patrimoniales de l'œuvre, conduisait forcément à un compromis et à un aspect final hybride. Les limites rencontrées lors de l'étude préalable et surtout lors de l'intervention avec la sensibilité des matériaux à certains produits ont contraint en partie nos choix et ont conditionné l'aspect de l'œuvre aujourd'hui.
Donc voilà, elle conserve dans les grandes lignes l'aspect et la structure que lui ont donné les restaurateurs du Marquis, mais l'hétérogénéité de surface, même atténuée par la retouche d'harmonisation, permet d'identifier visuellement les fragments antiques et donc de comprendre la composition et l'histoire de l'œuvre. Et nous souhaitons donc remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce traitement et nous vous remercions pour votre attention.